Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce jeudi 21 septembre. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Le prince Albert II à la tribune des Nations Unies, alors que l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte mardi. Il s'est exprimé hier soir dans le cadre du débat général, rappelant les engagements de Monaco et son attachement au respect de la Charte des Nations Unies, mais aussi la nécessité d'avancer sur le front des objectifs de développement durable. Et en parallèle, vient de s'ouvrir en principauté le premier sommet de la gastronomie durable. Des chefs engagés se sont donné rendez-vous à Monaco aujourd'hui sous l'égide de la Fondation Prince Albert II. Alain Ducasse, à l'initiative de ce sommet, sera avec nous dans ce journal. Le 21 septembre qui coïncide avec la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer à Monaco, les équipes de la filière gérontologique et l'association Lampa sont au premier rang du combat contre cette maladie qui affecte la mémoire et d'autres fonctions cognitives. Nous suivrons les différentes initiatives mises en place aujourd'hui et nous serons avec le docteur Sandrine Louchard de La Chapelle qui nous expliquera comment s'organise la prise en charge et l'accompagnement des malades et de leurs proches. Un derby très attendu au chapitre sportif alors que la SMFC réalise un très bon début de saison, gare aux redoutables voisins niçois. La rencontre aura lieu vendredi soir et vous entendrez dans ce journal comment les footballeurs monégasques et plus particulièrement le coach Adi Hutter abordent cette rencontre. Et puis l'Institut audiovisuel lève le voile demain sur sa programmation 2023-2024 avec un cycle de projection qui fait écho au sortilège du temps. Son directeur, Vincent Vatrican, nous en livrera la primeur. Le prince Albert II s'est exprimé hier à la tribune des Nations Unies dans le cadre du débat général lors de l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle. Un discours de près d'un quart d'heure dans lequel il s'est attaché à rappeler les engagements de la principauté et son attachement au respect de la Charte des Nations Unies. Je vous propose d'écouter un extrait de cette allocution. Rendons-nous à l'évidence, de profonds et parfois difficiles changements de nos modes de vie et de nos organisations collectives sont indispensables, et ce extrêmement rapidement. Nous devons également redoubler de solidarité afin que la justice et l'équité soient les maîtres mots de cette phase de transition. Dans ce contexte, Monaco tient à assumer sa part de responsabilité. Le gouvernement princier contribuera ainsi à la reconstitution du Fonds vert pour le climat à hauteur de 3,3 millions d'euros pour la période 2024-2027. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à la période précédente, alors que Monaco est déjà le premier bailleur per capita de cet instrument capital de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et vous pourrez retrouver l'intégralité du discours du prince souverain à la fin de ce journal. La journée d'hier marquait aussi l'ouverture, à New York toujours, de la signature des pays sur le traité de la haute mer. Alexandra Pani, notre correspondante à New York et aux Nations Unies, revient sur les enjeux de cet accord capital. Après 20 ans de longues et douloureuses négociations, l'accord dit BBNJ, appelé plus communément Traité sur la haute mer, a été adopté par consensus le 19 juin dernier. Il s'agit plus précisément d'un accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction internationale. Avant qu'il puisse être mis en pratique, plusieurs étapes sont nécessaires. Ce mercredi marquait le premier jour de l'ouverture à la signature pour les pays. À cette occasion, un événement parallèle était organisé pour inviter les États à affirmer leur souhait de signer au plus vite cet accord. Le prince Albert II était bien entendu présent et a tenu à saluer ce moment historique et réaffirmer l'engagement de Monaco en ce sens. La principauté qui à la mi-journée a donc signé de manière officielle aux Nations Unies. 80 signatures sont attendues d'ici la fin de semaine, selon le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques. L'objectif est que l'ensemble des États signataires ratifient ensuite chez eux le plus rapidement possible l'accord pour qu'il entre en vigueur. 60 ratifications sont nécessaires pour que ce soit le cas. Cet engouement pour cette première journée est de bon augure.
Le prince Albert II aime souvent à rappeler que l'ONU, ce n'est pas seulement ces grands rendez-vous politiques ou cette grande messe annuelle, c'est également ces rencontres fortuites au détour d'un couloir ou ces audiences bilatérales qui permettent souvent des discussions plus spécifiques aux relations entre les deux pays. On le rappelle, en début de semaine, le prince souverain avait pu rencontrer le consul général de Monaco à New York, Gildo Pasteur, ou encore l'ancienne secrétaire d'État française, Brune Poirson. Mardi, il s'est rendu à la mission permanente de la République de Corée pour rencontrer le président Yoon Suk-yeol, avant de recevoir à la mission permanente de Monaco une délégation de l'Arabie Saoudite menée par son ministre du Tourisme. Mercredi, c'est pour sa fondation que le prince Albert II a reçu Lucas Walton de la fondation Builders Vision. Les deux fondations pourraient signer un accord multi-annuel qui permettrait à la FPA2 de renforcer sa plateforme Ocean Innovators. À noter que la fondation de Lucas Walton est déjà investisseur à hauteur de 5 millions d'euros pour le Global Funds for Coral Reefs, co-développé par la fondation Prince Albert II de Monaco et la fondation de Paul Allen. Merci Alexandra. C'est une première. Aujourd'hui, s'est tenu tout au long de la journée au One Monte Carlo le sommet de la gastronomie durable à l'initiative du chef monégasque Alain Ducasse, que nous recevrons dans quelques instants. Mais avant cela, retour sur cette première édition dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Une cuisine bonne à penser est une cuisine bonne à manger. Voici les propos d'Alain Ducasse. Cette phrase résume parfaitement l'esprit de ce sommet de la gastronomie durable, un sommet pensé par le chef multi-étoilé en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Quel rôle peut jouer la gastronomie face aux perturbations écologiques et climatiques ? C'est la question auxquelles ont tenté de répondre tous les intervenants réunis au One Monte Carlo autour de tables rondes animées par la journaliste Daphné Roulier. De grands chefs et des acteurs du monde de la gastronomie, sur place ou à travers le monde, sont intervenus toute la journée pour en débattre. C'est formidable qu'un tel sommet dédié à la gastronomie durable se tienne ici aujourd'hui à Monaco, parce que discuter des sujets complexes que sont la gastronomie durable, la cuisine durable, l'approvisionnement en produits durables, c'est essentiel pour faire en sorte que demain, les choses changent, les comportements changent et puis qu'on ait un impact beaucoup plus vertueux sur notre planète. Et ce type de sommet permet de créer des ponts. Le deuxième intérêt, ça va être évidemment les échanges. Maintenant, on dit beaucoup de choses qui ont déjà été dites, qu'on connaît et j'espère que ce sommet, ça va être surtout celle de la prise d'action derrière. Plusieurs thématiques ont été abordées, comment cultiver et pêcher à l'heure du dérèglement climatique, qu'est-ce qu'une cuisine responsable ou encore par exemple quel futur pour la gastronomie. L'alimentation produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Ce sommet paraît donc crucial. Cette première édition devrait certainement en amener une deuxième. Il est à l'origine de ce premier sommet de la gastronomie durable. Le chef Alain Ducasse a souhaité faire de ce rendez-vous un espace de réflexion sur les évolutions de la gastronomie et d'une cuisine durable, responsable et humaniste. La genèse de ce projet, ses ambitions et la gastronomie durable, Alain Ducasse s'est confié à Émilie Rousseau. Bonsoir Alain Ducasse. Bonsoir. Si vous me le permettez, j'aimerais débuter cet entretien en lisant un extrait de votre livre « Une vie de goût et de passion » paru l'an dernier. Vous mentionnez, vous écrivez « À la Maison du Peuple, comme lors d'un des sommets sur l'avenir de l'alimentation que nous aimerions organiser en 2023 à Monaco, nous pourrons réfléchir aux évolutions de la gastronomie et à cette cuisine durable, responsable et humaniste que nous appelons de nos voeux. » Ce sommet, le voilà, vous l'avez mûrement réfléchi. On avait anticipé, mais de l'avoir imaginé à la réalisation, il y a toujours un temps. C'est d'embarquer mes confrères de haute gastronomie pour démontrer que nous pouvons être utiles en lançant une industrie qui s'appelle la restauration avec une vision humaniste, citoyenne, durable. Ça veut dire regarder la nourriture avec beaucoup d'éthique, sans oublier le durable, je dirais, d'une vision éthicable, en embarquant des confrères, des grands confrères, pour que l'homme aux portées de leur rayonnement dans leur pays puisse aider à une prise de conscience globale, mondiale,
C'est ça le sommet de Monaco. Oui, c'est une réflexion collective autour de 5 thèmes principaux, c'est ça? Oui, c'est d'embarquer les confrères à réfléchir. Moi, je ne veux rien imposer, je veux proposer. Embarquer les confrères, ça veut dire que de tous les continents, chacun doit prendre sa part et sa responsabilité pour une planète meilleure. D'avoir une planète meilleure en nourrissant mieux le consommateur d'aujourd'hui et d'essayer, par le spectre de la haute gastronomie, d'essayer d'influencer une industrie qui s'appelle la restauration. Donc, essayer de mesurer, pas de décider, pas d'imposer, de mesurer ensemble, de prendre des décisions qu'on essaiera de mesurer dans 2 ans. Donc voilà, c'est de rien imposer, mais de tout suggérer. Voilà un peu ce que j'ai imaginé avec le prince Albert pour démontrer qu'on peut se nourrir différemment. Nous avons toute légitimité pour le faire parce que nous sommes au bord de la Méditerranée, au bord d'une civilisation millénaire où la notion de commensalité, de partage, d'échange devrait être un modèle. Et ce modèle, on peut l'exporter. Nous avions toutes les raisons de le faire ici. Voilà, c'est une suggestion qui a été accueillie parfaitement. Je dois rappeler que nous sommes les premiers à avoir décidé à ne pas consommer du thon. Voilà, donc ça a été appliqué à la lettre. Voilà, nous avons invité des confrères, amis pour la plupart, pour savoir comment nous allons influencer, apporter nous les grands chefs, apporter notre pierre à l'édifice d'une planète meilleure. Avec in fine la rédaction d'une charte en collaboration avec la fondation du prince Albert II. Oui, on va décider de la rédiger ensemble parce qu'on ne peut rien imposer, donc on va la rédiger, on va embarquer des hommes et des femmes qui habitent cette planète pour essayer d'influencer une orientation meilleure pour une planète meilleure. Alain Ducasse, quelle est votre définition de la gastronomie durable? Est-ce qu'elle va dans le sens de la naturalité que vous avez lancée il y a plus de 10 ans maintenant? Oui, la gastronomie durable, c'est certainement moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales, davantage de protéines végétales, beaucoup de légumes, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Bon, c'est ça qu'il faut prôner, c'est de démontrer qu'au travers de la haute gastronomie, on peut aussi donner un modèle que l'ensemble de la restauration, partout dans le monde, de la nourriture hors foyer, on peut s'inspirer, on peut nourrir mieux les 800 millions de sous-nutris, alors que nous sommes entre 800 millions et 1 milliard de surnourris, d'obèses. Donc je pense que c'est juste une question de prise de conscience. Et nous allons apporter notre pierre à l'édifice, nous allons apporter notre vision. Nous allons essayer d'accompagner le mouvement. Et cela vous paraissait évident de l'organiser ici, à Monaco? Nous avons toute la légitimité parce qu'on a commencé longtemps. Par chance, sur cette riviera, au bord de la Méditerranée, nous avons des légumes, des fruits, des poissons uniques. Mais pas seulement ça. Nous avons des habitudes alimentaires de partage, de commensalité, d'échange autour de la table. Donc je pense que nous sommes un modèle à exporter bien au-delà de la Méditerranée parce que cela nous plaît d'influencer le reste du monde depuis ici, dans ce grand tout petit pays. Et c'est dans ce grand tout petit pays que vous avez écrit l'une des plus belles pages de votre carrière. Le prince Régnier III vous a contacté pour reprendre les cuisines du Louis XV. Quel rôle a joué le prince Régnier III dans votre vie? C'est une décision dans son bureau. Je le rencontre et je lui dis dans 3 semaines, je vous rapporte ce que j'ai imaginé faire dans le restaurant, ici, dans ce salon, qui est un salon historique, qui date de 1864. Le premier plat, c'est légumes en beaux morceaux, lard de nos paysans mijotés en cocotte de fonte. Et il me dit, mais qui va manger ça? Est-ce qu'ils vont manger ça? Et je lui dis, ils s'habitueront. Et il dit, alors, faisons le pari que nous allons y parvenir. Voilà, c'est ça l'histoire de la confiance qu'il m'a donnée. J'avais 30 ans et j'ai osé délivrer la cuisine que j'aimais. Elle était essentiellement végétale. Certes, il y avait un bout de lard à l'époque, dans cette terre où les poissons sont là, au large, précautionneux de ne point en prélever trop. Voilà la cuisine que nous faisons encore aujourd'hui. Elle influence un certain nombre de collaborateurs qui ont travaillé ici, puisque les chefs qui ont été élevés dans nos cuisines sont un peu partout dans le monde. Donc c'est ce que j'appelle le rôle d'influence de notre participation à la culture culinaire mondiale. Bien, merci beaucoup Alain Ducasse de nous avoir fait l'amitié de nous recevoir dans les salons du Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, à l'occasion du lancement
du premier sommet de la gastronomie durable. Merci infiniment. Merci à vous. Une conférence d'information destinée aux associations et fondations de Monaco a été organisée hier. Elle fait suite aux modifications apportées début août aux lois régissant les associations et les fondations pour répondre aux exigences internationales du comité Monéval. Les explications de Fabien Bonilla sur des images d'Arnaud Imbert. Près de 1200 invitations ont été envoyées à l'ensemble des associations, fédérations et fondations dont le siège est en principauté. Il fallait bien la grande salle de l'auditorium Régnier 3 pour accueillir les personnes qui ont répondu présentes. Cette conférence organisée par le gouvernement était présidée par le ministre de l'Intérieur. L'objectif était de sensibiliser sur les nouvelles obligations auxquelles sera désormais soumis le monde associatif concernant les risques potentiels de blanchiment et de financement du terrorisme. Des mécanismes ont été identifiés comme pouvant présenter des failles pour justement ce blanchiment ou ce financement du terrorisme. Donc ce qui est demandé par la communauté internationale, mais cette communauté internationale, c'est nous-mêmes, puisqu'on en fait partie, c'est l'ensemble des membres du GAFI, qui en fait demande que des mécanismes soient mis en place pour que on réduise l'opacité des choses. Et qu'en réduisant cette opacité, on réduit le risque que ces structures associatives, cette structure sans but lucratif, ne soient pas détournées de leur objet à des fins qui, elles, sont malhonnêtes. Toutes les associations et fondations recevront avant le 15 octobre un questionnaire. Il faudra y répondre dans les 20 jours en ligne. En fait, ça change pas forcément grand chose, à vrai dire. On leur demande quelques informations complémentaires par rapport à les informations qu'elles détenaient déjà, donc qu'elles tenaient à jour. À partir du moment où on sait qui fait quoi, on réduit le risque que des choses puissent se passer parce que c'est visible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si jamais il y a quelque chose qui est anormal, on peut aller rechercher, on peut retrouver une information fiable. Pour info, la loi a été votée le 31 juillet et elle entrera en vigueur fin septembre. Les textes de loi paraîtront ce vendredi dans le journal officiel. Pour toute demande et renseignement, il est possible d'envoyer un mail sur cette adresse obnl@gouv.mc. Le 21 septembre marque la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui touche près d'1 million de personnes en France. À Monaco, des structures spécialisées existent pour accompagner au mieux les malades et leurs proches. Émilie Rousseau a interviewé le docteur Sandrine Louchard de la Chapelle. Bonsoir Sandrine Louchard de la Chapelle. Bonsoir Émilie. Vous êtes chef de service de gérontologie clinique du centre Régnier 3. On associe souvent la maladie d'Alzheimer à la perte de mémoire, mais concrètement, comment peut-on la définir? C'est une maladie qui cache encore bien des mystères. Alors, c'est une maladie du cerveau, bien entendu, c'est une maladie neurodégénérative. Alors, effectivement, l'un des signes les plus fréquents, c'est la perte de mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on associe très souvent la maladie d'Alzheimer à la perte de mémoire, mais effectivement, ça peut être une perte au niveau du langage, un manque du mot, ça peut être même des troubles visuels. Donc, il y a effectivement plusieurs signes qui peuvent amener à être alertés sur une possible pathologie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Et c'est de là tout l'intérêt d'avoir un centre mémoire comme on l'a au CHPG, de pouvoir faire un diagnostic précis des troubles qui arrivent, qui peuvent arriver malheureusement des fois à un âge beaucoup plus précoce, aux alentours de 50-60 ans, ou alors à un âge le plus tardif. Mais vraiment, le message à faire passer, c'est qu'il faut faire un diagnostic le plus précis des troubles. Et c'est pour ça que le centre mémoire a tous les outils à disposition pour pouvoir faire un diagnostic le plus précis, le plus fiable possible. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur actuellement dans la prise en charge. Et justement, quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer ? Alors, il y a des outils cliniques, puisque ça passe par un bilan neuropsychologique avec toute une équipe de neuropsychologues, des bilans également orthophoniques spécialisés, l'examen clinique fait par le médecin qui reçoit le patient en consultation au centre mémoire, et puis après va se décliner des examens paracliniques et notamment d'imagerie avec l'IRM, mais également une imagerie fonctionnelle
comme la TEP cérébrale au 18 FDG, ce qu'on appelait avant la scintigraphie, si ça parle plus aux gens. Et puis enfin, on peut également avoir recours à la ponction lombaire avec la recherche des biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien. Donc on a actuellement toute la palette pour pouvoir faire un diagnostic le plus précis possible. Et comment se traduit la prise en charge des patients atteints de la maladie à Monaco ? Alors, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Elle se fait, donc la voie d'entrée, c'est le centre mémoire, là où il va y avoir donc une consultation avec un médecin, la déclinaison de tous les examens, parfois pas tous les examens, mais en tout cas certains examens que le médecin va décider de faire. Et ensuite, la prise en charge va aboutir à un plan d'aide individualisé pour chaque patient, avec la mise en place, par exemple, de séances de rééducation, de stimulation cognitive avec les neuropsychologues. Parfois, on peut être amené à mettre en place un traitement symptomatique pour un trouble du comportement, par exemple. Et puis, on va essayer de décliner aussi tout ce qui est de l'ordre de la prévention et de donner des conseils de prévention. Et également, ce qu'on essaye de mettre à disposition pour les patients, mais également d'être disponible pour les familles avec une disponibilité, une écoute pour les aidants. Oui, parce que là encore, les aidants sont indispensables dans l'accompagnement des patients atteints par la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Les aidants, c'est vraiment un pilier et c'est vraiment un étayage important pour le suivi du patient. Mais les aidants souffrent, on le sait. Et d'ailleurs, on va mettre en place une journée pour les aidants, puisqu'il y a une journée nationale des aidants. Et au CR3, on va lancer cette journée pour les aidants pour essayer de montrer et de donner des conseils et de les accompagner le mieux possible dans cette maladie et dans les maladies neurodégénératives en général qui provoquent souvent une sorte de tsunami dans la famille qui est parfois difficile de prendre en charge et en tout cas d'assumer autant sur le plan émotionnel mais parfois professionnel, social. Ça a des implications multiples. Ce n'est pas une maladie que d'un patient, c'est aussi une maladie un peu, on va dire, de la famille qui est touchée directement par cette pathologie. On le disait en début de l'entretien, c'est une maladie qui cache encore bien des mystères. Où en est la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des traitements qui existent? Alors, la recherche, il y a eu beaucoup de messages de la presse, parce qu'effectivement, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveautés dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et on voit poindre peut-être un peu d'espoir depuis septembre de l'année dernière, 2022, où il y a des médicaments qui seraient potentiellement, qui modifieraient potentiellement le cours d'évolution de la maladie. Ce ne sont pas des médicaments qui guérissent, mais qui peuvent changer le cours d'évolution de la maladie et avec qui ont eu un accord de commercialisation aux USA et pour lesquels on est en attente d'éventuellement d'une mise sur le marché européen. Donc ce sont des anticorps monoclonaux, donc ce sont des immunothérapies qui permettraient de freiner le déclin cognitif et quand on freine le déclin cognitif, ça permet de gagner en qualité de vie et en autonomie. Donc c'est un espoir. Il faut rester prudent parce que on ne pourra malheureusement pas prendre en charge tous les patients parce que tous les patients ne seront pas éligibles à ce type de traitement, mais c'est quand même une lueur d'espoir qui arrive après 20 ans de recherche qui étaient souvent soldés par des échecs. Eh bien, merci beaucoup Sandrine Louchard de la Chapelle d'avoir été avec nous à l'occasion de ce 21 septembre, journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Merci. Merci Émilie. Je vous le disais en titre, cette journée mondiale s'est accompagnée de plusieurs initiatives à Monaco. L'AMPA, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, a organisé une conférence sur les avancées de la maladie. C'était mercredi. On écoute son vice-président, le professeur Alain Pêche, qui évoque les moyens de retarder l'apparition de la maladie. Contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques dizaines d'années, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour essayer de prévenir ou retarder cette maladie. Il y a à peu près 12 facteurs de risque principaux de la maladie d'Alzheimer qui sont souvent recoupés avec les facteurs de risque vasculaire. Et le message, c'est qu'il faut faire plusieurs choses, essayer de faire des choses nouvelles chaque jour ou chaque semaine, essayer de se motiver. Garder à l'esprit que les activités physiques, c'est quelque chose de très important, mais garder à l'esprit aussi, et ça c'est un point fort et très positif, qu'il n'est jamais trop tard, et même si on a déjà un déficit léger de la mémoire par exemple, le fait de mettre en place des activités peut améliorer les choses.
Des propos recueillis par Christina Thomel. Et pour clore ce chapitre consacré à la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, un rallye en voitures anciennes a été proposé aux patients de la filière gérontologique du CHPG avec la contribution de la commission des véhicules de collection de l'Automobile Club dont les pilotes bénévoles ont permis à leurs passagers de redécouvrir sur le parcours les lieux emblématiques de Monaco. Et enfin, une série de mini-concerts a été donnée au centre Régnier 3 avec la violoncelliste Claire Opère. Santé encore, cette semaine est également dédiée aux troubles de l'équilibre et des vertiges. C'est un enjeu majeur de santé publique. Quelques chiffres. Au-delà de 55 ans, plus de 30% des patients ont ou auront une pathologie de l'équilibre et du vertige. Il faut savoir que 4% des passages aux urgences et environ une consultation sur 10 chez le généraliste sont liés à un problème de vertige et de troubles de l'équilibre. Quels sont les moyens mis en place par le centre hospitalier Princesse Grace? Je vous propose d'écouter le chef du service ORL du CHPG, Pierre Lavagna. Les vertiges peuvent être déclenchés par de nombreuses pathologies. Les principales touchent l'oreille. C'est généralement une atteinte de l'oreille interne. Mais ça peut aussi provenir de la vision ou du système nerveux central, cerveau, cervelet. On peut aussi avoir des vertiges provoqués simplement par des maladies cardiovasculaires, une tension basse ou certains médicaments. En principauté, depuis plus de 30 ans, nous avons une expertise très importante reconnue dans la région en pathologie vestibulaire et en troubles de l'équilibre, qui fait que depuis tout ce temps, de nombreux patients viennent de toutes les Alpes-Maritimes et au-delà pour bénéficier de notre expertise clinique et aussi d'un plateau technique exceptionnel qui nous permet de proposer aux patients des diagnostics précis et des traitements adaptés. Pierre Lavagna répondait aux questions de Fabien Bonilla. Du sport et un match toujours très attendu, le derby du Sud entre Monaco et Nice. Ce sera vendredi soir au Stade Louis II. Cette rencontre a une saveur un peu différente des autres. Écoutez ce qu'en pense l'entraîneur Adi Hutter et le milieu de terrain Youssouf Fofana. After 3 draws, they had 2 victories. The last against Paris, they deserved this victory. They were really good in counter-attacks. And with Moffi, they have a striker. They are really dangerous. But in the end, they have a good style of play. The new coach did a really good job since he is here in Nice in summer. And then you can see with the ball and without the ball, they have a structure. And we have to find the right answer on Friday evening. But I think they know, Nice knows that we are a good team too. So in the end, I think it could be a really good game on Friday evening. Ils encaissent peu de buts, ils en ont encaissé 4 je crois. C'est la meilleure défense du championnat contre la meilleure attaque. Forcément, ce sera un gros duel. Malgré les équipes contre lesquelles ils ont joué, ils ont toujours réussi à mettre en place ce qu'ils voulaient faire. Et nous aussi du coup. Et voilà, il y aura une belle bataille. Monaco-Nice, vendredi à 21h au Stade Louis II. Et c'est demain également que débutera le cycle de projection de l'Institut audiovisuel baptisé Tout l'art du cinéma. Pour ses 20 ans, il s'appelait à ses débuts les Mardis du cinéma. La traditionnelle présentation de rentrée est couplée demain à la projection d'un film de Woody Allen au Grimaldi Forum, La Rose pourpre du Caire. Le directeur de l'Institut est notre invité. Bonsoir Vincent Vatrican. Bonsoir Patricia. Vous allez présenter vendredi soir votre saison 2023-2024. Quelle en sera la teneur? Est-ce que vous avez souhaité donner une thématique globale à cette saison? Comme chaque année, une thématique particulière. Cette année, la sélection de films s'intitule « Les sortilèges du temps ». Qu'il faut entendre d'une manière très large et variée, comme toujours, à savoir comment les cinéastes s'emparent de la question du temps quand ils réalisent un film. Quand se déroule-t-il? Est-ce qu'ils font appel à une époque antérieure? Est-ce qu'ils utilisent des moyens techniques de narration comme le flashback ou bien le rêve ou le cauchemar? Donc voilà, ces différentes façons d'utiliser le temps et la durée au cinéma
que nous allons explorer tout au long de la saison. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, notamment de votre programmation, c'est que l'on va retrouver de grands noms, comme Woody Allen, Alain Resnais ou Jean Cocteau, et puis des petites pépites, moins ou pas connues du grand public. C'est l'objectif aussi de pouvoir proposer aux spectateurs de Monaco du cinéma différent, on dirait aujourd'hui du cinéma de niche, mais effectivement, voir un film hongrois à Monaco, c'est pas donné tous les jours. Quand on sait la programmation régulière des films qui sont proposés à Monaco. Donc en effet, du cinéma polonais, du cinéma de Hong Kong, du cinéma hongrois, on essaye de ne pas aller chercher uniquement du cinéma américain et du cinéma français. On ne pourra pas citer toute la programmation tant elle est riche, mais comment déterminez-vous les films que vous souhaitez remettre à l'affiche ? Alors vous savez que je travaille en binôme avec Jacques Kermabon depuis le début de cette aventure, et c'est d'ailleurs, Patricia, la 20e année. Et oui, la 20e saison. Ça s'appelait Les Mardis du cinéma, c'est devenu Tout l'art du cinéma, puisque désormais la programmation, comme vous le disiez, est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense. Donc, dès lors qu'on a défini un sujet, une approche, une thématique, eh bien, chacun travaille dans son coin, établit des listes de films. Et puis, on confronte ces listes, on voit quels sont les films que chacun a retenus, propose. Et puis, évidemment, on essaye d'éliminer les doublons, parce que figurez-vous qu'il y a, quand bien même on travaille chacun dans son coin, il y a des films similaires qui arrivent sur les listes. Et puis, on essaye, comme vous le disiez, de mettre en avant aussi la variété. Alors il y a ce duo, ce binôme au départ avec Jacques Kermabon, mais au fil des années, vous avez aussi noué des partenariats avec de nombreuses entités de Monaco pour des soirées de projection thématiques. Il y en aura tout au long de l'année ? Alors des projections spéciales, elles sont toutes reconduites, et c'est pour nous une fierté de constater que la confiance est toujours là, avec les différents partenaires culturels, la Fondation Prince-Pierre, les Ballets de Monte-Carlo, l'Orchestre de Monte-Carlo, l'Alliance française, j'en oublie forcément, puisqu'il y a 15 partenariats avec la Société des Bains de Mer, puisque depuis l'année dernière, on a une formule jazz et cinéma, avec cette année Bird de Clint Eastwood. Donc, en effet, c'est pour nous très encourageant, et on espère même développer ce type de partenariat dans les années futures. Avec l'orchestre, par exemple, c'est un ciné-concert. Cette année, il y en aura 2. Le The Kid de Charlie Chaplin et puis la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, qui seront donnés avec l'Orchestre Philharmonique. Et l'actualité immédiate, Vincent Vatrican, c'est donc demain soir la présentation suivie de la projection de La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Oui, alors pour changer, puisque c'est la 20e année, on a prévu une présentation assez courte, dense et dynamique, pour ne pas trop non plus lasser le spectateur et l'abreuver de titres de films. Donc les temps forts de la saison, et puis tout de suite derrière, le premier film, un Woody Allen de 85. J'ai l'habitude de dire les grandes années Woody Allen. Mia Farrow qui est sa compagne devant la caméra. Une jeune femme qui justement a été prise de cinéma, passe ses après-midi dans les cinémas de quartier de Brooklyn à l'époque de la Grande Dépression, jusqu'à ce qu'un déclic se passe, je ne vais pas le dire, dans la salle de cinéma, et qui va entraîner un certain nombre de quiproquos avec évidemment tout l'humour et toute l'intelligence d'écriture qu'on reconnaît à Woody Allen, avec peut-être une once de mélancolie aussi. C'est aussi cette époque, cet amour du cinéma qu'il essaye de nous faire partager. Voilà, donc ça c'est demain. Pour retrouver toute la programmation, c'est sur le site internet de l'Institut audiovisuel. Merci Vincent Vatrican d'avoir été notre invité à la veille du lancement de la saison 2023-2024. Merci Patricia.
Autre idée de sortie, mais dimanche à l'occasion des 28e Journées européennes du patrimoine. Après quelques années d'absence, sécurité sanitaire oblige pour éviter l'afflux de personnes. Le jardin animalier Régnier 3 fait son retour dans la programmation. Regardez ce reportage de Frédéric Elion et Hugo Comassa. 1 hectare en plein cœur de la principauté pour observer près de 400 animaux. Le jardin animalier Régnier 3, fondé en 1954, abrite une soixantaine d'espèces, des singes, une multitude d'oiseaux exotiques, animaux de la ferme ou différents serpents et reptiles. Le parc recueille des animaux abandonnés ou récupérés suite à des saisies douanières et accueillera dimanche des visiteurs dans le cadre des 28e Journées européennes du patrimoine. Cette année, on propose 3 visites guidées de 20 personnes à chaque fois, d'1h30 dans le parc où on raconte un peu des anecdotes sur nos pensionnaires, sur leur origine, sur leur devenir, le rôle d'un parc zoologique, le travail d'un soigneur animalier. Et en même temps, on fera profiter aux visiteurs de l'exposition qui a lieu en ce moment jusqu'à la fin de l'année dans le cadre des centenaires de la naissance du prince Régnier III, où on expliquera un peu toutes les photos, on pourra les commenter et raconter un peu les histoires particulières à chaque individu qui sont pris en photo avec le souverain. Le prince Régnier III, très à l'aise avec les animaux, n'hésitez pas à les approcher de très près, comme en témoignent ces photos. Les 3 visites prévues dimanche et limitées à 20 personnes affichent déjà complet. Dans l'actualité en bref, cette belle distinction pour le Grimaldi Forum, le centre de congrès monégasque se hisse sur la 2e marche du podium du 18e M&IT Award dans la catégorie meilleur centre de congrès hors Royaume-Uni. Il est devancé par le centre de congrès de Dublin. Parmi les autres nominés figuraient Port Aventura, Barcelone, Amsterdam et Copenhague, des références dans ce secteur. Il remonte sur le ring et chez lui, Hugo Mikalev va combattre samedi soir sous le chapiteau de Fontvieille lors du Monaco Boxing Grand Prix. Il sera face à Denis Bartos. Rendez-vous à 21h sur Monaco Info pour vivre cette soirée boxe en direct sur notre antenne avec aux commentaires Fabien Bonilla et notre consultant Damien Seigle. La météo n'est pas au beau fixe depuis le début de la semaine. Est-ce que cette tendance va se confirmer demain? Réponse avec vous, Yannick Debevert. Bonsoir à toutes et à tous. Ce jeudi commencera sous la pluie, malheureusement, mais petit à petit au cours de la matinée, les nuages vont s'échapper sous la pression du vent. Les rafales jusqu'à 30 km/h permettront au soleil de bien s'installer et faire remonter les températures. Il fera 21 au lever du jour et 26 au meilleur de la journée. En ce vendredi 22 septembre, Saint-Maurice est à l'honneur et puis c'est également l'anniversaire du TGV, inauguré il y a 42 ans par François Mitterrand sur la ligne Paris-Lyon. Oui, un très bel anniversaire, mais toujours pas de TGV jusqu'à Monaco. Nous nous quittons avec une série de clichés de notre équipe de photographes. Ils vous donnent un avant-goût des sites que vous pourrez visiter dimanche pour les Journées européennes du patrimoine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, vendredi 19h pour une nouvelle édition.